Une production, Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Et depuis maintenant plus de 3 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer vos jours comme vos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans votre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelque chose de très curieux lorsque l'été, on a la chance d'observer la nature. C'est le constat que, face à un paysage que l'on trouve vraiment beau, on ne peut pas réellement être cynique. Bien sûr, on peut redouter de le voir disparaître, mais à l'instant où on pose nos yeux dessus, le premier réflexe est celui de l'émerveillement. Cet élan qui nous conduit à exprimer des onomatopées confuses, juste pour tenter de s'approcher de l'extraordinaire émotion que suscite ce décor naturel. Je me suis demandé ce que ça ferait si on regardait le reste de notre vie de cette façon. Si au lieu de considérer nos existences, nos couples, nos enfants, nos métiers, nos vacances, nos appartements, nos corps, en percevant toutes les limites, on arriverait à les contempler dans ce qu'ils ont de magnifique. Si on s'autorisait à relâcher les armes, les carapaces, les couches infinies de protection et de commentaires, pour uniquement ressentir et s'étonner. Alors oui, j'entends déjà les contestataires, atterrés par ma naïveté. Et pourtant, je crois qu'il y a une forme de courage, ou peut-être de conscience, dans cette capacité à voir ce qu'il y a de beau. Être étonné par le monde qui nous entoure est une chance. Dans un de ses livres, nommé « De l'émerveillement », le poète Michael Edwards propose cette analyse. Il écrit « Il n'y a rien de plus adulte ni de plus sérieux que de s'émerveiller. » Se laisser happer par l'enthousiasme, accepter d'être surpris. C'est aussi une manière de renouveler son regard, de changer d'angle, d'activer autrement nos circuits de réflexion, et donc de nous faire du bien. Edwards continue. Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l'atmosphère, mais nous ne le voyons pas. C'est une incitation à aller au-delà de nos déceptions, de nos échecs, parfois si pesants, pour s'ouvrir à une richesse d'un autre ordre, la douceur enveloppante de l'harmonie. Être aussi immense qu'un matin d'été. Voilà ma proposition du jour. Je vous propose de renouer avec l'émerveillement. Pas mal, non ? L'émerveillement est-il uniquement le propre des enfants ou des ingénus ? Est-ce une folie absurde, dans ce monde qui n'en finit pas d'aller mal, de faire de l'émerveillement un sujet central, un enjeu majeur, et somme toute, une véritable urgence ? Et si, au fond, il n'y avait rien de plus adulte que l'émerveillement ? Pour y répondre,
et avouons-le, pour nous en convaincre, essayons de saisir à quoi l'émerveillement fait référence. Car même si le mot semble évident, que signifie réellement s'émerveiller ? Émerveiller dérive du préfixe « et » et de « merveille », mot issu du latin « mirabilia », qui désigne les choses étonnantes, les choses admirables. Dans son premier sens, certes un peu vieilli, le mot « merveille » évoque les prodiges et les miracles, des prodiges de la légende dorée à ceux d'Alice au pays des merveilles. Mais dans le sens usuel, c'est celui d'une chose qui suscite l'étonnement, l'admiration. En général, en raison de sa beauté, de sa grandeur, de sa perfection ou de ses qualités exceptionnelles. Par exemple, on parle des 7 merveilles du monde. S'émerveiller devant les pyramides d'Égypte, c'est ressentir un sentiment d'admiration devant la grandeur, devant la beauté de ces monuments. L'admiration elle-même est un sentiment complexe qui mêle l'étonnement, la joie, l'épanouissement devant ce que l'on juge supérieurement beau, bon ou grand. La force de ce sentiment est indiquée par les verbes ou locutions verbales généralement associées au mot admiration. On parle de être ou de tomber en admiration. Être béat, être saisi d'admiration, se pâmer, être plein d'admiration. La définition semble donc claire. L'émerveillement provoque quelque chose en nous. Sa puissance est incontournable. Et c'est sans doute pour cela que dans toute l'histoire de la pensée, l'émerveillement est au commencement de tout. Dans la Genèse, par exemple, lorsque Dieu vit que cela était bon, il ressent une forme de sentiment si fort qu'on parvient à comprendre que ce n'est pas seulement une émotion, mais peut-être plus encore une capacité de l'être. L'émerveillement peut être appréhendé comme cette curieuse faculté qui nous permet d'avoir la sensation de nous retrouver sans cesse au commencement. Comme si tout autour de nous était regardé avec les yeux de la première fois. C'est donc sur cela qu'il faut enquêter, sur cette capacité de l'être à voir comme au premier jour. Mais n'est-ce pas ici la démarche même de la philosophie ? Est-ce que la proposition de la philosophie n'est pas justement de faire en sorte que nous observions le monde dans ce qu'il a d'éternellement inédit ? Pour comprendre le lien très fort entre la philo et l'émerveillement, il faut revenir à un célèbre dialogue de Platon, le Théétète, qui met en scène une discussion entre Socrate, le géomètre Théodore et son élève Théétète à propos du savoir et de la connaissance. Socrate, dans le dialogue, attire son attention sur, dit-il, les choses qui se combattent en notre âme. En somme, sur les problèmes de logique. Et c'est ici que Théétète répond à Socrate « Et j'en atteste les dieux, Socrate, je m'émerveille prodigieusement à me demander ce que sont ces choses-là. Et quelquefois, vraiment, à regarder ces choses, je suis pris de vertige. » Cette idée de vertige va être centrale dans notre réflexion du jour. S'émerveiller, pour Théétète, en l'occurrence s'émerveiller sur des problèmes de logique, c'est donc perdre un instant l'équilibre, c'est tournoyer. Loin de trouver exagérée la remarque du jeune homme, qu'il rencontre pour la première fois, Socrate y découvre exactement ce qu'il cherche, le signe d'un véritable avenir possible pour cet élève. Voici sa réponse. « Théodore, mon ami, ne semble pas mal juger ta nature, car il est tout à fait d'un philosophe ce sentiment, le s'émerveiller. En effet, il n'est d'autre commencement de la philosophie que celui-là. » C'est donc ainsi, à travers ces quelques mots, que chez Socrate et pour l'ensemble de l'histoire de la pensée, l'émerveillement devient le commencement de la philosophie. La philosophie est la perte vertigineuse des repères, l'incapacité soudaine à avancer tellement on est saisi.
Souvent, la tradition philosophique a retenu le terme d'étonnement, plus que celui d'émerveillement. Comme si le mot étonnement était plus apte à décrire ce fameux vertige. En réalité, qu'il s'agisse d'étonnement ou d'émerveillement, les deux sont des traductions du terme grec thomaïsen. Thomaïsen, c'est justement s'étonner, admirer, s'émerveiller. Le mot thoma désigne à la fois un objet merveilleux, mais aussi un objet étrange, prodigieux ou même monstrueux. Quelle que soit la traduction, le fait est bien là. L'émerveillement, qui est le fondement de la philosophie, donne accès à un monde autre que celui que nous connaissons, qu'il soit beau ou non. L'émerveillement est le pressentiment de l'étrange, du pas commun, comme là, chez Théétète, les problèmes de logique. C'est percevoir une vérité étrangère au cours normal des choses. Voilà pourquoi, chez Socrate, mais aussi dans le reste de la tradition, les liens entre émerveillement et philosophie sont si ténus, parce que l'une a besoin de l'autre pour accéder à la vérité, à la connaissance, pour être bouleversée, choquée, exaltée, et surtout pour ne jamais se contenter de la terrible inertie de l'habitude. Quelle immense chance de savoir vivre dans la palpitation des commencements et des pourquoi. Vous comprenez peut-être ici la différence fondamentale avec la simple admiration que j'évoquais au début. Admirer et s'émerveiller sont des sentiments proches, à ceci près qu'admirer nous laisse un peu plus à distance, comme en retrait. On admire la Joconde, on admire des grands hommes, alors que s'émerveiller, avec un peu plus de nuance et de précision, c'est faire l'expérience du monde en soi, à l'intérieur de soi, jusqu'à parfois, comme Théétète, risquer le vertige et la perte. Aristote reprend cette observation à son compte. Pour lui, le pouvoir de l'émerveillement est énorme. Il déstabilise, il fait s'écrouler les certitudes et nous force, face au spectacle du bizarre, du pas commun, au passage que celui-ci nous ouvre dans le réel, à partir en exploration, en cherchant à faire la lumière sur ce qui change et ce qui reste identique. S'il n'avait pas été capable de s'étonner, de s'émerveiller, Thalès n'aurait jamais pris le risque de tomber dans un puits en tentant de découvrir les secrets du ciel. Voilà ce que nous dit Aristote dans sa métaphysique. Car c'est bien le fait de s'étonner qui poussa jadis et qui pousse aujourd'hui les hommes à philosopher. Dès l'origine, ils s'étonnèrent d'étrangetés ordinaires, puis ils progressèrent peu à peu vers des difficultés plus importantes, comme les phases de la Lune, celles du Soleil ou bien des astres, ainsi que la naissance du tout. Or, un homme qui est confronté à une difficulté et qui s'étonne se considère ignorant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle celui qui aime les mythes est en quelque sorte un philosophe, car le mythe est composé de choses étonnantes. Ainsi, puisqu'ils ont philosophé afin d'échapper à l'ignorance, il est manifeste qu'ils ont cultivé la science afin de connaître et non pas en vue d'un quelconque usage. Vous l'avez entendu dans cet extrait. C'est parce que on s'émerveille, parce qu'on reconnaît notre ignorance, qu'alors on va vers la connaissance. C'est l'ignorance et le pourquoi qui nous poussent à savoir, à comprendre, à questionner. C'est aussi pour cela qu'on associe souvent l'émerveillement à l'enfance, car l'enfance, plus que l'âge adulte, reconnaît être vierge de savoir. Voici l'émerveillement quelque peu défriché, du moins je l'espère. Vous l'avez compris, l'émerveillement est un étonnement si puissant qu'il nous submerge. Et voilà pourquoi on l'attribue non seulement à l'enfance, mais aussi à des choses extraordinaires. On éprouve de l'émerveillement pour des catégories remarquables.
Toute la difficulté va donc être de ressentir cet émerveillement dans notre quotidien. Pourtant, on va le voir, on peut s'émerveiller de tout. En tant que manière d'interroger ce qui nous entoure, l'émerveillement peut et doit, notamment selon Michael Edwards, faire partie de notre vie quotidienne. Il écrit ces mots. Le quotidien, c'est notre vie. Or, notre vie est étrange. Et c'est en sondant l'étrangeté de notre familier que l'on comprend qu'il doit y avoir une explication à cela. Edwards nous incite à être attentifs à l'autre, à l'étrange, à nous émerveiller sans cesse. Certes, l'émerveillement ne se contrôle pas, il vient nous cueillir, nous saisir. Le propre de l'émerveillement est justement de venir nous saisir soudainement. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut une certaine disposition d'esprit pour être capable de s'émerveiller. On peut être conscient de cette disposition et choisir volontairement de se faire celui qui est prêt à s'émerveiller, celui qui cherche à s'ouvrir à l'émerveillement. Mais justement, comment en prendre conscience ? Comment mettre de l'émerveillement dans notre vie au quotidien ? Eh bien peut-être, est-ce en comprenant que notre vie est déjà une aventure ? Non pas parce que nous sommes embarqués dans des expéditions fantastiques et inouïes, non pas parce que nous sommes en partance vers des rivages inconnus ou que notre vie est palpitante. Il n'est pas besoin de chercher si loin. Chaque instant, aussi insignifiant qu'il puisse nous paraître, est aventureux si nous comprenons quel est notre rapport au temps. Notre rapport au temps est celui d'être instable, toujours sur la corde raide, pris dans le flux du temps où le présent s'apprête à devenir le futur. On le sait, le futur va venir. On va le saisir, on va y entrer, on va faire le pas vers lui. Le futur est presque là, mais presque seulement. Il n'est pas tout à fait là. Et si je sais que la minute suivante va venir, comment pourrais-je savoir exactement de quoi elle sera faite ? Voilà tout le mystère du temps. C'est Vladimir Jankélévitch qui, dans son texte, publié en 1963, L'aventure, l'ennui, le sérieux, décrit justement le futur comme ce moment à venir rempli d'une infinité de possibles qui résonne comme une promesse. Jankélévitch va plus loin encore. Si nous parvenons à retrouver la fraîcheur d'un rapport authentique à l'avenir, peut-être pourrons-nous nous délivrer de la fadeur de ce monde, nous délivrer de l'ennui, nous rendre sensibles au je ne sais quoi de la présence des choses, à ce charme impalpable, indicible qui se dégage des choses. Et peut-être que nous retrouverons la spontanéité de l'émerveillement. Souvent, au quotidien, nous ne sommes jamais tout à fait présents au réel, parce que nous cherchons à le réduire, à l'annuler, à le catégoriser grâce à notre intelligence. Nous passons notre journée à identifier, à classer, à expliquer. Notre démarche est conquérante à l'égard du monde. On veut réduire le mystère, orchestrer, encadrer. Que reste-t-il de l'aventure ? Eh bien, peut-être que justement, la philosophie nous le rappelle. En s'émerveillant, en posant un regard neuf sur le monde, l'aventure de Jankélévitch promet, dans l'éternelle fraîcheur de son recommencement printanier, d'être libre et heureux. Parce que nous ne connaissons pas de quoi sera faite la minute d'après, parce que ce futur qui est presque là, on ne le connaît pas tout à fait, on peut s'ouvrir à la spontanéité et à l'émerveillement. Jankélévitch nous propose ces mots. L'avenir est ambigu. D'abord parce qu'il est à la fois certain et incertain. Ce qui est certain, c'est que le futur sera, qu'un avenir adviendra. Mais quel il sera, voilà qui demeure enveloppé dans les brumes de l'incertitude. De toute façon, le pas encore sera, plus tard, un maintenant. De toute façon,
l'avenir sera présent et sera un aujourd'hui, que nous soyons là pour le voir ou que nous n'y soyons pas. Dans tous les cas, dimanche prochain adviendrait même s'il n'y avait aucun homme pour l'appeler dimanche. Mais quel sera ce futur ? Sera-ce un jour de fête ou un jour de deuil ? Un jour de lumière ou un jour de ténèbres ? Telle est l'énigme du sphinx nommé futur. Vous saisissez l'enjeu. L'émerveillement est contenu dans cette aventure qu'est le quotidien. Ce vertige d'un futur à venir dont on ignore tout est l'essence même de l'existence, quelle qu'elle soit. L'émerveillement est donc non seulement ce qui nous éloigne de l'ignorance, comme nous le disait Aristote, mais c'est aussi ce qui nous préserve de l'ennui, au cœur même de notre vie. C'est également à cet émerveillement quotidien que rend hommage l'essayiste et romancière Belinda Cannon. Dans un texte merveilleux, le bien nommé S'émerveiller, elle écrit « Parfois, le silence règne. Nous sommes paisibles et concentrés. La lumière est belle et notre regard vigilant. Alors, l'émerveillement nous saisit. D'où vient ce sentiment fugitif ? Il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent, c'est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde. Soudain, on vit pleinement, ici et maintenant, dans le pur présent. L'émerveillement ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent, c'est juste un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir la dimension secrète et poétique du monde. Soudain, nous dit Belinda Cannon, on vit pleinement. Et cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre, de la faculté d'être en joie. Le risque de l'enténébrement a frappé notre époque, mais il faut d'autant plus persister à évoquer encore et toujours l'émerveillement. Car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et susceptible d'accueillir les plaisirs en même temps que le labeur, sont la marque de notre conception de l'existence. Porter un regard attentif et émerveillé sur les choses est le plus sûr remède contre le nihilisme. L'un des concepts que met en avant Belinda Cannon est celui de l'émerveillement modeste. Nous l'avons vu, ce n'est pas que le sujet est particulièrement intéressant, comme les pyramides d'Égypte, c'est plutôt le regard que je vais poser sur les choses. C'est une voie d'accès pour habiter poétiquement le monde. Et à l'émerveillement modeste correspond aussi mon envie de le partager. Car l'émerveillement, loin de séparer les individus, les relie. Si je vois quelque chose qui m'émerveille, peut-être même que c'est un simple arbre en face de chez moi, le premier réflexe face à cet émerveillement quotidien, c'est de vouloir interpeller l'autre pour qu'il s'émerveille avec nous. C'est donc ainsi, même à travers des choses modestes, que nous créons une chaîne d'émerveillement. Une autre manière de s'émerveiller, en plus de cet émerveillement modeste, est de ressentir ce qu'on nomme le sentiment océanique. Avez-vous déjà ressenti ce type de sentiment ? Allongé dans l'herbe, les yeux dirigés vers le ciel, on le trouve aussi immense qu'enveloppant. Les contours de notre corps disparaissent, et dans l'esprit émerge la sensation d'appartenir à un monde infiniment vaste. C'est l'impression singulière d'être baigné dans l'éternité, d'en être un fragment, une particule poétique d'une indispensable vanité. Combien sommes-nous à avoir déjà vécu un instant comme celui-ci, au sommet d'une montagne, en faisant la planche dans la mer, ou dans une rue vide, éclairée par le soleil du matin.
Cette expérience intérieure correspond à ce qu'on nomme donc le sentiment océanique. C'est une expression composée par l'écrivain Romain Rolland pour décrire un état sans borne perceptible. C'est comme s'il n'y avait aucune limite entre nous et l'univers. Une vertigineuse unité. Nous sommes alors semblables au nourrisson qui, collé à sa mère, ne fait pas de distinction entre sa peau et la sienne. Il n'y a rien à attendre, juste à ressentir l'illimité. C'est la beauté du monde. Mais qu'il s'agisse de l'émerveillement banal, modeste du quotidien, ou qu'il s'agisse du grandiose sentiment océanique, rien n'est possible sans la concentration, sans la lenteur, sans la pleine attention qui permet à l'émerveillement de surgir. Melinda Cannon écrit ceci. « Je regarde la haie que je connais si bien, et qui n'a rien de remarquable. Aubépine, prunier, ronces, fouillis, piquants. Mais le soleil couchant l'éclaire, et soudain, je m'émerveille, car je la vois. Mon sentiment n'est pas lié à sa nature remarquable ou surprenante, mais à ma capacité à la voir vraiment. S'émerveiller, c'est d'abord saisir la présence des choses et des êtres. En somme, l'émerveillement propose de considérer le connu comme inconnu. Nous l'avons dit, la concentration permet de changer de regard, de saisir autrement parce que tout d'un coup on ralentit. C'est valable pour les objets qui nous entourent, pour les paysages, pour la rue derrière chez nous, mais c'est aussi valable pour les individus. Souvent, au début d'une histoire d'amour, on s'émerveille sans cesse. Mais avec les mois, les années, la familiarité, ce sentiment se délite. Le retrouver demande un effort. Peut-être, plus justement, un engagement. Nous l'avons vu depuis le début. L'émerveillement est donc une manière de voir le monde, de l'appréhender, de s'arrêter. C'est quelque chose de spontané, mais c'est aussi un travail. Et cela relève aussi de l'éducation. On y revient. L'émerveillement n'est pas seulement un fait des enfants. C'est aussi une possibilité qu'on leur offre, un climat dans lequel on les fait grandir. Dans la pédagogie Steiner, par exemple, la culture du beau, en particulier chez les plus jeunes, n'est pas une simple affaire de goût. C'est un véritable levier pédagogique, dont les conséquences se propagent tout au long de la scolarité. Permettre à l'enfant de vivre dans l'émerveillement, c'est respecter sa nature profonde, c'est lui apporter ce qu'il réclame pour grandir. Pour y parvenir, tout l'environnement pédagogique et les méthodes doivent être en adéquation avec cet objectif. Mais quel est donc cet environnement qui permet à l'émerveillement de fleurir tout au long de l'enfance ? Les critères sont nombreux. Parmi eux, chez Steiner, on trouve d'abord l'idée d'encourager le jeu libre. Le jeu procure de l'émerveillement à l'enfant. L'enfant gagne à être libre dans ses jeux sans qu'aucun adulte ne lui donne des instructions. C'est lui qui initie son jeu de sa propre volonté. On trouve aussi l'idée de laisser une large place pour la nature. L'impact positif qu'a la nature sur les enfants est montré par de très nombreuses études. Amélioration des habiletés motrices, hausse de la confiance en soi, réduction du stress et des symptômes de déficit d'attention, amélioration de la capacité à coopérer. La nature est un formidable outil de curiosité naturelle, une fenêtre sur l'émerveillement. Comme l'exprime Catherine Lecuyer dans son livre « Cultiver l'émerveillement », nos enfants doivent réapprendre à observer patiemment le parcours d'un escargot, la croissance des fleurs, le glissement d'une goutte de pluie sur le dos velu d'une chenille, la floraison d'un arbre fruitier. Ils doivent réapprendre à s'émerveiller en arrosant des plantes, en cueillant des framboises. Enfin, en plus du jeu libre et de la nature, on peut aussi parler de respecter le rythme de l'enfant.
Le rythme frénétique de notre époque est contraignant pour les enfants, car il ne correspond pas à leur rythme naturel de développement. Pour Catherine Lécuyer, toujours, les adultes doivent redécouvrir la sensibilité dont les a dotés la nature, et qui s'est éteinte au gré des aléas de la vie trépidante et parfois frénétique. Cela signifie aussi ne pas chercher à accélérer le développement cognitif et affectif de l'enfant en le surstimulant pour essayer de le rendre hyper performant. Les travaux du psychologue Dasher Keltner, fondateur du Greater Good Science Center de l'Université de Californie à Berkeley, a passé des années à étudier les effets bénéfiques de l'émerveillement sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. L'émerveillement nous rend curieux plutôt que de porter des jugements. Cela nous rend collaboratifs. Cela nous rend humbles, partageurs et altruistes. Cela calme l'ego et vous empêche de penser autant à vous-même. Il calme également le réseau de modes par défaut du cerveau et il a été démontré qu'il réduit l'inflammation. En d'autres termes, dit Keltner, ne sous-estimez pas le pouvoir de la chair de poule. En somme, alors que les experts en santé pédiatrique tirent la sonnette d'alarme sur la santé mentale des enfants, aider les enfants à ressentir un peu plus d'émerveillement est fondamental. Vous l'avez compris, l'émerveillement est donc à la fois le début de toute chose, un remède à l'ignorance, à l'ennui, un socle éducatif. Vous comprenez pourquoi il est si précieux et peut-être si politique. L'émerveillement a besoin de temps non structuré. Pour s'émerveiller, on a besoin d'errer, de divaguer, de marcher sans but, de ralentir, de ne pas être broyé. L'émerveillement nous demande d'être vulnérables d'une façon joyeuse, d'être prêts à nous laisser décoiffer par la vie, à nous laisser intriguer. Il nous donne une attitude ouverte, plus spontanée, que ne le sera jamais aucune pause, quand bien même nous tentions de nous faire immortaliser avec un air naïf. Il joue un rôle fondamental dans notre vie collective, dans notre vie cognitive et dans notre vie émotive. Avant de vous quitter, je voulais terminer sur un dernier partage, ce très bel extrait de Belinda Cannon. Octobre se montre clément. J'en profitais pour faire quelques promenades lentes dans les parages de ma maison des champs, le long des plages désertes et dans les chemins creux. J'étais comme toujours émerveillée par les objets et les paysages simples qui m'entouraient, sentant que, dans les années à venir, atteindre la concentration indispensable pour vivre plus continuellement dans un état de vigilance poétique serait ma plus grande affaire. Car seule cette concentration et cette vigilance permettent de ressentir pleinement la puissance de l'existence, des lieux et de la joie. Comme j'ai toujours uni les idées vécues et les idées pensées, je décidai d'écrire un essai où j'ai exploré ce travail intérieur qui permet de se faire voyant, c'est-à-dire d'ouvrir assez les yeux sur le monde pour en percevoir la beauté. Je vous souhaite de vous émerveiller. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est toujours pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.